rien à foutre en fait. C'est le mode rien à foutre. Je fais exactement ce que je veux faire. Je sais exactement ce que je suis en train de faire et je sais très précisément où je vais. Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Lorraine Bastide. Vous la connaissez peut-être. Lorraine est journaliste, ex-rédactrice en chef au L, reconvertie dans les podcasts. Elle a fondé le studio Nouvelles Écoutes avec Julien Neuville qui produit et anime 6 émissions sur des thèmes très variés dont, bien sûr, le féminisme. Car oui, Lorraine Bastide anime le podcast La Poudre qui persiste à être loin devant Nouvelle École au classement iTunes. Je voulais tout savoir sur Lorraine Bastide, qu'on entend finalement assez peu s'exprimer sur elle-même. On revient sur les origines de La Poudre, on parle de son passage au grand journal et de son désamour progressif pour les médias traditionnels. Cet épisode était aussi mon cours de féminisme à domicile. Je lui pose toutes les questions de La Poudre, je la questionne aussi sur ses techniques d'interview. Et je fais mon maximum pour qu'on parle d'elle, ça marche pas mal. J'ai adoré cette discussion, je suis trop content d'avoir eu Lorraine Bastide sur Nouvelle École. Maintenant, n'oublions pas l'essentiel, abonnez-vous à Nouvelle École sur iTunes, sur votre application podcast préférée, on a du retard à rattraper. Merci et surtout bonne écoute. Bon commençons, salut Lorraine Bastide. Salut Antonin. Merci de venir sur Nouvelle École. Je te présente, je pense que les gens en fait te connaissent, surtout les gens qui écoutent des podcasts, mais je te présente quand même. Tu es journaliste. Oui. Est-ce que c'est ce que tu dis quand on te demande ce que tu fais ? C'est complètement ce que je suis. Tu es journaliste, tu es la cofondatrice du studio de podcast Nouvelles Écoutes, que tu as cofondé avec Julien Neuville, ce qui rend les choses très pratiques sur Twitter, qu'on ait le même nom. Tu es l'animatrice du podcast La Poudre, que les gens, je pense, connaissent, qui marche très bien, qui est le podcast féministe, qui est le podcast star de Nouvelles Écoutes aussi. Nouvelles Écoutes, là, vous fêtez vos 1 an. Ouais. J'ai vu que vous aviez fait, vous avez déjà 6 émissions. Il y a Banquette, il y a plein. Je sais que je vais en oublier certaines, donc je préfère pas toutes les citer. Et vous avez déjà, je crois, 1,5 million d'écoutes. Ouais. Ce qui est cool. C'est beaucoup, ouais. Ouais, absolument. Et donc moi, en fait, je suis un gros novice débutant de tout ce qui est féminisme. C'est-à-dire que c'est des problématiques que je m'intéresse, mais depuis récemment. Ouais, mais tu sais que tu commences à t'en tirer pas mal. Hein. Ah ouais ? Je t'ai écouté avec Jacques Parker, avec Charlotte Fudlowski, et franchement, tu commences à avoir des références. Hein. Ne t'excuse plus. Je prends ça comme un compliment, mais en fait, avec Jacques Parker, ce que je fais surtout, c'est que je dis ah bon, d'accord, ah bon. Ouais, tu fais oh là là, est-ce que j'ai le droit de dire ça ? Ouais, c'est ça. Je dis parce que j'ai peur de dire des bêtises, parce que en fait, je pense pas qu'il y ait des Je pense pas qu'il y ait des souffrances, tu vois, qui valent moins que d'autres souffrances, en fait. Donc, j'ai toujours peur de donner un avis où je banalise une souffrance, où je dis, en fait, ça va, tu vois. Tu sais, le côté ça va. Ah, ça va, ouais. Ça va jamais te dire ça va. Ça va jamais, en fait. Donc, et de toute façon, même si tu pensais au fond de toi que c'est pas complètement légitime, ça n'aurait aucun intérêt de dire à quelqu'un ta souffrance n'est pas légitime, parce que c'est complètement stupide. C'est comme s'engueuler avec quelqu'un et lui dire qu'il a tort, enfin bref. Non, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Mais en tout cas, t'as l'air de vouloir t'informer, tu lis des bouquins, tu poses des questions, et c'est la meilleure façon de... Je viens de recevoir le 2e sexe que j'ai commencé hier. Ah, mon Dieu! Ouais, je pars de loin. Ah non, franchement, quand t'auras lu ça, on n'a jamais vraiment dépassé Simone de Beauvoir. Hein. Quand t'auras compris qu'en fait, toute l'idée, c'est que la différence des sexes est quelque chose de construit socialement. C'est ce que dit Beauvoir quand elle dit on n'est pas femme, on le devient. C'est-à-dire qu'on nous éduque, on nous forme pour devenir ce qu'on est. T'auras tout compris. T'auras pas besoin d'autre chose. Vraiment, je te le dis, hein, c'est pas si compliqué que ça, le féminisme. Bref. Et justement, donc ce podcast pour moi c'est un peu l'occasion d'avoir un cours de féminisme à domicile. Donc je vais poser plein de questions parce que j'ai plein de questions et il y aura peut-être des questions un peu bêtes et faut pas me trouver trop bête, j'espère. Non, t'inquiète pas. Et on va commencer par la question que tu poses à la fin de tes interviews. Et je voulais te demander pourquoi est-ce que tu demandes à tes invités quel rapport elles entretiennent avec leur utérus, parce que c'est donc la question que tu poses à la fin. C'est une bonne question que tu me poses cette question. En fait, moi, à l'origine, quand j'ai commencé à faire la poudre, je savais moins de choses qu'aujourd'hui. Je me suis beaucoup renseignée, je me suis beaucoup nourrie d'écrits féministes depuis le début, depuis un peu plus d'1 an en fait. J'ai commencé à enregistrer en avril 2016, donc ça commence à faire. Et j'ai compris entre-temps que déjà faire femme égale utérus, c'était assez problématique au fond.
parce que il existe des personnes transgenres ou transsexuelles qui sont des femmes, qui se vivent comme femmes alors qu'elles sont pas nées avec un utérus. Donc déjà, voilà. Après, ça pourrait aussi donner l'impression que je relie forcément femme et maternité. Bah non, on s'est un peu battu pour qu'on fasse plus ça. Donc voilà. Mais cette question, je la garde parce qu'en fait, déjà, elle raconte vraiment ce qui étaient mes préoccupations à l'époque quand j'ai pensé à la poudre. Et j'avais envie qu'on parle de choses cachées. Et l'utérus, Dieu sait que c'est caché, quoi. Parce que on raconte jamais ce qui concerne nos règles. On va pas parler de règles ici. Je crois que t'avais fait le tour. J'avais fait le tour. Je sais pas si j'ai fait le tour. Non, j'ai commencé à creuser le sujet, disons. Je suis pas experte, mais en tout cas, je sais qu'effectivement, c'est un tabou. Et puis, j'avais aussi envie de parler de la dépossession, notamment quand on est enceinte ou quand on accouche ou même quand on va simplement chez le gynécologue, de cette partie de notre anatomie qui est complètement... Enfin, moi, je m'attendais à ce qu'on parle de césarienne et de règles douloureuses, quoi. Et bizarrement, les femmes, elles répondent toujours quelque chose de très différent quand je leur pose la question. Elles ont toujours des réactions assez surprenantes. Et pour moi, c'est toujours dur de la poser. Pourquoi ? Bah, je sais pas, c'est trop pas facile personnel de poser cette question, hein, vraiment. Quand tu es face à Najat Vallaud-Belkacem au ministère de l'Éducation et que tu fais, allez, 1, 2, 3, je la pose. C'est un petit défi aussi que je me mets à moi-même en la posant. Et est-ce qu'il y a eu des réponses qui t'ont vraiment surprise ? Sur l'utérus, laisse-moi me réfléchir. En fait, celle qui me vient à l'esprit, c'est l'émission que je vais mettre en ligne demain. De toute façon, ça sortira ensuite. Ça sortira après, c'est Sophie Fontanelle. Mais j'ai pas envie de faire de spoiler, faut écouter l'interview. Mais j'ai fait, ah ouais, d'accord. Bon bah, petit teaser pour... Tu dis que c'est une question qui incarnait pas mal les préoccupations que tu avais au moment où tu as commencé à penser à la poudre. Pourquoi en fait, donc quelles étaient ces préoccupations et pourquoi tu as voulu lancer la poudre ? La préoccupation première de la poudre, c'est qu'on entende parler des femmes. C'est aussi simple que ça. J'avais vraiment, en fait, j'ai découvert à travers le collectif Prenons la Une. À l'époque, j'en faisais pas partie. J'observais, je lisais ce qu'elles faisaient et je les trouvais tellement justes dans leur analyse. En fait, voilà, j'ai découvert à travers elles que quand on met bout à bout le temps de parole des femmes dans les médias, surtout audiovisuels, on arrive à peu près entre 20 et 24% de temps de parole. Et quand on regarde qui sont les femmes qui parlent ou ce qu'elles incarnent, dans la grande partie des cas, elles sont témoins ou victimes. Et il y a que 13% des paroles d'experts qui sont des femmes. C'est-à-dire quand quelqu'un vient sur un plateau de télé ou à la radio intervenir pour expliquer les choses en économie, en philosophie, en histoire, bah il y a que 13% de femmes qui font ça, alors que pourtant des femmes économistes brillantissimes, il y en a plein. Bref, et donc c'est vraiment cette histoire de statistiques qui a commencé à me titiller. J'étais mais c'est hallucinant en fait. Pourquoi on nous entend pas plus ? Qu'est-ce qui fait ? Quels sont les mécanismes ? Qu'est-ce qui t'a fait te pencher sur les statistiques à l'origine ? Écoute, tu l'as vu passer un moment. C'est une curiosité médiatique, féministe aussi, hein, parce que je me vivais déjà comme féministe. Et après, moi à l'époque, je travaillais à la télévision. Au Grand Journal. Au Grand Journal, et je pense que jusqu'à maintenant, je savais que le sexisme existait, mais je l'avais, je pense, peu expérimenté parce que j'étais dans un magazine féminin où j'avais que des chefs femmes, que des collègues femmes principalement, donc c'était pas quelque chose au fond que j'expérimentais au quotidien. Et là, à la télé, j'ai fait ah ouais, c'est-à-dire que c'était tout le temps en fait, du matin au soir, chaque interaction était marquée du sceau du sexisme. Ça veut dire quoi ? Mais je peux même pas te faire la liste, c'est-à-dire que c'était tout le temps. Ça allait de mais pourquoi Lorraine tu te mets jamais en jupe ? Pourquoi tu mets pas de décolleté ? T'as des seins, ça sert à quoi ? Enfin des choses comme ça. Moi je m'habillais en pull et en jean là-bas comme je m'habille tous les jours et c'était très très difficile à comprendre pour eux. Que je ne me serve pas de mes, je cite, atouts. Mais jamais non, mes atouts en fait ils sont dans mon cerveau. A priori si vous m'avez embauché c'est pour que je dise des choses intéressantes, pas pour que je monte mes seins. Et ça c'était une discussion qui a eu lieu au départ, qui a été rapidement close, mais qui m'a déjà surprise. Donc tes chefs, mes producteurs sont venus te dire
Lorraine, tu pourrais être plus entre guillemets féminine, comme on dit du coup. Voilà. C'est le concept. Tout à fait. Bravo pour les guillemets, tu vois, tu comprends vite. Pardon, je vais pas faire la... J'ai lu Virginie Despentes. Je vais pas faire la professeure. Non, mais oui, exactement. Et puis voilà, il y avait un sexisme hallucinant contre Maïté Nabir-Rabin. La nana, elle arrive, elle a 50 ans, elle a 30 ans d'expérience, elle fait les plus grosses audiences de la télévision, elle est reconnue comme une super bonne intervieweuse, elle a eu François Hollande en interview, enfin, c'est une meuf qui pèse, quoi. Elle arrive, elle a même pas commencé, elle a même pas dit un mot, qu'on lui tombe dessus, comme quoi elle est incompétente, agressive. Tous les jours, il y avait son procès dans les journaux. Alors, évidemment, ça l'a rendue, je pense, fatiguée, nerveuse, agressive, et que ça l'a pas aidé à faire bien son émission. Mais, ce procès en incompétence, est-ce qu'on l'aurait fait à, je sais pas moi, Michel Drucker? Je sais pas si c'est un bon exemple. Le fameux procès a priori de la femme et de ses prétendus défauts de femme, d'agressivité, de voilà, choses comme ça. Voilà, si elle est là, c'est qu'elle a forcément dû quelque chose qu'on avait un peu fait à Ségolène Royal en 2007, non? Tout à fait. Ça, moi, je m'en étais pas du tout rendu compte à l'époque, j'avais 15 ans. Mais avec le recul, quand je repense à ces débats, je me souviens que j'entendais En fait, ce que j'entendais le plus sur Ségolène Royal à l'époque, c'était qu'elle savait pas garder son calme, qu'elle était hystérique, ce genre de choses. C'est toujours des femmes, hein, on les traite de... Pardon, je bois un peu. Non, vas-y. Ouais, non, mais c'est sûr, les femmes, de toute façon, on n'a jamais bon, en fait. Soit on est trop effacé, soit on est trop agressif. Enfin, c'est jamais on met jamais le curseur au bon endroit, quoi. Aux yeux de la société, du moins. Et non, voilà, c'était sexisme permanent à tous les étages. Moi, on me demandait de faire des choses légères et pop. Alors qu'a priori, j'avais envie de parler de choses peut-être un peu sérieuses et militantes, mais ça, c'était pas du tout envisageable. Je voyais les invités, femmes, être systématiquement interrompues. Plus interrompues que les hommes? Ah ouais, vraiment. Mais c'est quand tu commences à regarder... Je vais te livrer une métaphore qui m'est venue à l'esprit. Je crois que j'avais bu 2-3 verres de vin et c'était il y a 2 soirs. Tu sais, quand tu regardes les chewing-gums qui sont collés sur le trottoir, quand tu te mets à voir qu'il y en a un quelque part, tu regardes le trottoir, t'es là, mais merde, il y en a 12 000, quoi. Alors que quand tu marches sur le trottoir au quotidien, tu fais pas du tout attention à tous ces chewing-gums collés. Bah, repérer les mécanismes sexistes dans la société, c'est un peu pareil. C'est d'un seul coup, tu te mets à en voir 1, puis 2, puis 3, et tu te rends compte que tout ton environnement en permanence est maculé de ces tâches, de ces mécanismes d'oppression des femmes. Donc si tu me lances sur tous les mécanismes sexistes qu'il y avait à la télévision, je crois que je te fais l'émission. Non, je suis pas tous, mais je me souviens en lisant soit des interviews de toi ou des choses sur toi que j'avais lu des choses. Par exemple, à un moment, tu dis j'ai dû attendre, je crois, de lancer le podcast pour pouvoir écrire féministe dans ma bio Twitter. Ouais. Pourquoi tu pouvais pas écrire féministe dans ta bio Twitter? Parce que je bossais pour des gros médias, pour des gros groupes. Mais est-ce que ces médias maintenant se targuent pas d'être féministes, justement? Je pense pas que Vincent Bolloré se targue d'être féministe. Hein. Je sais pas, je me suis peut-être loupé une interview, mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui passe vraiment. Et non, et puis quand je bossais pour elle, pour Lagardère, ça aurait été compliqué aussi, en fait. Hein. Tu peux pas... Tu peux pas dire quand t'es elle que t'es féministe? En fait, c'est mon sujet de mémoire, si tu veux, dans Master, le magazine Elle et le féminisme. Dans ton Master sur l'étude des genres? Ouais, je fais un Master en études Bravo, des genres. d'ailleurs. Merci. T'es diplômée? J'ai eu mon Master 1. Ouais. Je suis trop fière. Là, M2. C'est compliqué, Elle et le féminisme. En tout cas, pour répondre à ta première question, quand t'es journaliste embauché par une rédaction, d'autant plus quand t'es rédac chef, ce que j'étais, c'est difficile d'afficher ce qui reste une opinion politique, ce qui reste un combat politique. Faut pas croire que le féminisme c'est un truc, je sais pas, une espèce de caractéristique un peu cool qu'on pourrait se mettre. Enfin, féministe c'est un combat politique, c'est vouloir un changement profond de la société. Tu peux pas mettre féministe, tout comme tu peux pas mettre, je pense, socialiste dans ta bio Twitter. Je pense que c'est pas possible. Ok. Donc féministe et par exemple tu pourrais mettre que t'es vegan ou pro-avortement? Pour moi, c'est un peu pareil. Okay. Pour moi, c'est un peu des combats politiques aussi. D'accord. J'ai l'impression. Mais alors, quand t'es rentré au Grand Journal, je me souviens avoir lu quelque part que il y a une scène où t'es en Grèce et il est 2h du matin et tu te dis qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai choisi ça? Parce que peut-être qu'il y avait le stress d'être tous les jours à la télé ensuite pendant 1 an. Mais du coup, quand tu me parles de l'environnement sexiste et finalement des inconvénients de ce travail, est-ce que c'était pas un peu dans le contrat? Est-ce que tu te disais pas ça va être comme ça, mais peut-être que ça va bien se passer quand même? Je sais pas ce que je me disais.
Je pense que Enfin, je sais pas, c'était pas une connerie d'y aller. J'étais clairement pas faite pour ça c'est sûr. Vraiment, la télé, j'ai rayé dans la liste trucs possibles à faire. La télé, je l'ai enlevée. C'était dans ta bucket list ou pas? Est-ce que genre petite, tu te disais j'aimerais bien faire de la télé? Non. Moi, petite, je voulais écrire au magazine Elle. J'avais pas d'autres projets. Plutôt bien réussi pour le coup. Ouais, c'était assez... j'ai fait un truc bien linéaire. Non, la télé, c'était pas un rêve. Mais par contre, j'ai pu mesurer l'impact que ça a dans l'esprit des gens. Quand tu fais de la télé, quand t'es au grand journal de Canal+, les gens ils font waouh, putain, trop cool, bravo, oh, incroyable. Ça leur paraît l'accomplissement suprême. Alors qu'honnêtement, j'ai jamais aussi peu servi à quelque chose de ma vie, quoi. C'était hallucinant. Je servais à rien, je disais rien, je bossais quasi pas. Pourquoi? Parce que c'était fait pour toi, le travail était fait pour ça? Non, parce que j'avais pas d'espace pour m'exprimer, en fait. Je proposais des questions, je proposais des problématiques, je me faisais chier, en plus, hein. Je lisais les bouquins, j'allais voir les films, je faisais des recherches sur les invités, mais mes questions n'étaient pas retenues, et puis quand elles étaient retenues, j'avais pas le temps de les dire. On me disait à l'oreillette, ah, désolé Lorraine, pas le temps. Souris! C'est vrai? Ouais. On me disait de sourire? Non, j'exagère, on me disait pas de sourire. Mais on me faisait, ça va Lorraine? Ça va, c'est cool? Pas trop déçu? Non, ça va, super. Et je souriais. En fait, t'essayais de faire ton vrai métier de journaliste dans un milieu qui valorise pas exactement ça. Exactement, ouais. Mais par contre, je pense que ce qui m'angoissait l'été précédent en Grèce, c'était cette espèce d'idée que j'allais être très exposée, très vue, alors que pas du tout. C'est-à-dire que plus personne ne regarde la télé, quoi. Ouais, tu veux dire que les gens te reconnaissaient pas dans la rue, Mais jamais. Ça m'est jamais arrivé. Ça m'est arrivé une fois ou deux, mais en province. Parce que les gens regardent la télé. Parce que les gens regardent encore la télé en province. Mais alors... Tu t'en es rendu compte, tu savais avant, ou est-ce que tu t'en es rendu compte en travaillant là-bas que les gens regardaient plus la télé? Je m'en suis rendu compte en travaillant là-bas. Et est-ce que les gens qui travaillaient au Grand Journal s'en rendaient compte? Ouais. Bon, il y avait la pression du fait que je crois que les audiences baissaient, qu'il y avait une grosse pression de toute l'équipe qui dirigeait, c'est ce que j'ai lu, ce que tu as l'air de dire. Ouais. Mais est-ce qu'il y avait une sorte de prise de conscience d'une perte de pertinence et d'un genre de déclin? Oui, je pense qu'il y avait une conscience, mais la télé, c'est vraiment un milieu, c'est vraiment un monde dont vraiment je faisais clairement pas partie, mais d'observer tous ces dinosaures... Je sais pas si t'imagines quand, Ardisson venait sur le plateau, parler avec Maïtena, alors le mec il fumait ses clopes, tu vois, c'était hallucinant. Le mec, ils sont entre eux, quoi. Ils sont entre eux. Et ils parlent de trucs, tu sens que voilà, c'est un monde, un truc qu'ils ont connu, les années 90, je sais pas, Festival de Cannes, paillettes, j'en sais rien moi. Mais tu sens qu'il y a tout un univers avec ses codes, avec peut-être ses atouts et aussi évidemment ses grosses failles de traitement de certaines catégories, notamment les femmes. Et tout ce monde-là, c'est un monde qui est un peu en train de mourir, qui est un peu... Tu penses qu'il y a une peur de disparaître? Je sais pas, je pense qu'ils réalisent pas. Je pense qu'ils sont... C'est un peu ce que j'allais dire. Dans leur, parce que j'ai vu, pour reparler d'Ardisson, j'ai vu Ardisson dans une nouvelle interview assez spéciale de Squeezie, le youtubeur, où Ardisson lui dit, en fait, il y a la même déconnexion qu'il y aurait entre un grand-père un peu ou un oncle un peu vieux et le jeune de la famille, où en fait ils se parlent mais ils se comprennent pas. Donc Ardisson le vanne, alors que l'autre fait genre 12 fois plus de vues que lui. Ouais. Et Squeezie sourit parce qu'il a compris que Ardisson comprend pas. On n'arrivera jamais à lui faire comprendre. Et c'était tellement ça représentait tellement bien, je trouve, l'incompréhension, quoi. Donc peut-être qu'il y a une vraie incompréhension et même pas... Non, mais complètement. Je me revois assister à des réunions complètement lunaires où ils cherchaient désespérément comment faire revenir les téléspectateurs et moi j'étais là genre mais ils vont pas revenir, c'est fini, ils sont sur leur téléphone là. Vous allez pas les récupérer. Peut-être qu'ils pourraient les récupérer sur Internet. Ouais, mais alors ça, putain, j'ai essayé, hein, mais ouais, non, c'est pas l'idée. Et puis c'est aussi là qu'il y a les sous. Hein. C'est un peu pareil que la presse papier, tu sais. Les ventes de la presse papier, c'est même plus, on peut même plus parler de baisse. C'est carrément, c'est les chutes du Niagara, quoi. C'est vertigineux à quel point le lectorat s'érode de jour en jour. Il y a des journaux profitables encore par l'équipe. Mais oui, ils sont profitables parce qu'il y a des annonceurs. Ok. Et en fait, le problème est là, et c'est ça qui me rendait chèvre aussi quand je bossais à OL, c'est que
en fait, un dos une 4e de couve de Elle, payé par Dior ou par Vuitton, c'est des 20 000, des 50 000 balles. Ça rentre beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous. Beaucoup plus de sous que n'importe quelle bannière sur un site qui ramène des sous au clic. Donc, le paradoxe actuel des médias, c'est que tout l'argent des annonceurs continue à aller dans ces vieux formats que sont la télévision, la presse papier, alors que tout le public est parti sur des contenus gratuits sur Internet. Pourquoi ? Parce qu'il y a un retard, il y a un délai dans la réaction des annonceurs à comprendre que les gens ne sont plus là, tu crois ? Parce que ça se fait comme ça, parce que ça se faisait comme ça Je pense que ou une symbolique peut-être aussi d'être sur la 4e de couverture du magazine. Ouais, il y a un côté prestige, ça c'est sûr. C'est sûr que les marques préfèrent être dans le magazine papier que sur le site, elles trouvent ça plus prestigieux, ouais. Mais je pense que c'est aussi une histoire de décisions qui sont prises par cette espèce de bulle de gens. Le bureau isolé, quoi, dans une tour d'ivoire. Ouais, je pense. Qu'est-ce qui faisait que tu voulais être journaliste et que tu voulais travailler chez Elle ? Ça vient d'où, quoi, je veux dire ? Je pense que ça vient des piles de Elle que j'ai eues sur la table du salon, de chez moi, de chez ma grand-mère, de chez ma tante, de partout, quand j'étais petite, quoi. Pour moi, c'était... C'était ce que tu lisais ? Ouais, c'était ce que ma famille, les femmes de ma famille lisaient. Le féminisme, les lectures féministes, c'est arrivé quand dans ta vie ? Les lectures féministes, c'est intéressant que tu formules les choses comme ça. Je le formule comme ça parce que tu dis... Souvent, on te demande quel est le déclic qui t'a amené au féminisme et tu dis c'est pas un déclic, c'est plein de petits déclics et c'est surtout le fait que j'ai lu en fait. C'était surtout ça, tu dis. Ouais. Mais ça arrivait assez tard en fait. Tu vois, j'avais lu Virginie Despentes, j'avais lu Simone de Beauvoir, j'avais lu Virginia Woolf, mais tout ça adolescente. Je pense sans vraiment mesurer l'importance de ce que je lisais. Et en fait, tu me demandais pourquoi le L. J'avais l'impression qu'en allant au L, alors je dis au L, je suis désolée, ça choque les gens et maintenant que je m'en Pourquoi ça choque les gens ? Parce qu'en fait, on dit le L, c'est très bizarre, tu vois. Le magazine L. A-L, tu vois, mais c'est O-L. Bon, bref, c'est un peu moche, mais... Chez Elle, on pourrait dire. Chez Elle, oui, mais on dit O-L. Okay. Je continue à dire O-L. Bref. J'avais l'impression que j'allais pouvoir concilier deux facettes très dures à concilier dans mon esprit d'adolescente, tu vois, pour une femme. Mon amour pour les choses futiles, que peuvent être la mode, surtout la mode, j'aimais vraiment bien les fringues, et ma passion pour l'actualité et le monde, parce qu'en fait j'ai toujours été plutôt très bonne élève, j'ai toujours lu les journaux, j'ai toujours adoré l'histoire, la géo, l'éco, j'étais à Sciences Po. Je me disais, ça va être super, il y a un endroit au monde où je pourrais parler à la fois d'Afghanistan et du dernier défilé Vuitton. Vraiment, c'était une espèce de vision un peu simpliste des choses. Mais n'empêche que quand je suis arrivée, je me suis présentée à la porte du L après avoir eu mon diplôme. On m'a dit, bonjour, tu es faite pour travailler ici, bienvenue. Enfin, il y avait quelque chose de très... Il y avait un fit. Voilà, je correspondais exactement, en fait, aux gens qui font le L, Ça, moi, ça me dérange pas du tout. Okay. Hein. Et aux gens qui lisent L. Et donc voilà, il y avait tout un truc très logique au fond. C'était ce qui m'avait nourri, ce qui avait nourri ma mère et ma grand-mère. J'étais devenue ce produit-là et j'ai été carrément programmée pour écrire les choses qui sont conçues pour ce produit-là. Et c'est tout ça que je suis en train de déconstruire aujourd'hui. Parce que justement, j'ai compris à quel point j'avais été construite, que même mon désir d'être à la fois Afghanistan et Sac Vuitton, c'était quelque chose qui était complètement une espèce d'injonction sociale qui était déjà pas très saine à la base, et surtout que j'appartenais à une élite très privilégiée en tant que femme blanche, hétérosexuelle, d'un milieu plutôt aisé, ayant fait des études valides, enfin voilà, je cumule les cases qui font que... Est-ce que le fait de cumuler les cases, de ce stéréotype un peu, a encore plus nourri ton désir de t'engager dans le féminisme ? Oui, et c'est parti de là en fait. Et c'est parti justement de lectrices du magazine. Et je veux dire, est-ce qu'il y a un côté presque un tout petit peu culpabilisation ? Culpabilisé. Peut-être, pas vraiment. Moi, je culpabilise quand je vois.
Enfin, j'ai une espèce de culpabilité de bobo, de merde quand je vois les migrants sur les radeaux. Je me dis putain, c'est pas possible. Moi, mon souci, c'est de savoir si j'aurai le temps de passer récupérer, je sais pas quel produit frais, rue des Martyrs, de chercher mes enfants à l'école. Enfin, tu vois, ça c'est l'histoire de la vie. Non, mais voilà, moi, cette culpabilité-là qui est pas très, comment dire, productive, je la ressens. Mais là, c'est moins une culpabilité qu'une volonté de bien faire mon taf de journaliste. Et je me suis dit, attends, mais à qui je parle? Quand je dis nous, là, dans le L, genre, se disant nous les femmes, de qui je parle? Et il y a eu plusieurs scandales qui ont éclaté. Par exemple, les filles grosses, qui s'appellent comme ça, qui dénoncent la grossophobie, qui nous ont interpellés, moi particulièrement, parce que j'avais écrit un article en me disant, attendez, dans le magazine Elle, vous faites un spécial ronde, vous mettez des femmes qui font du 42. C'est la taille moyenne des femmes françaises. Vous êtes au courant qu'il y en a qui font du 52? Vous êtes au courant qu'on existe, qu'on est là, qu'on a le droit de s'habiller nous aussi? Et j'ai fait putain, elles ont tellement raison, quoi. Après, il y a eu un autre scandale où il y a eu un article qui n'était pas écrit par moi, qui parlait des femmes noires, en disant youpi, les femmes noires sont au top du style en ce moment, avec exemple par Michelle Obama, Solange Knowles et je sais plus quel styliste. Et genre, évidemment, il y a des associations de femmes noires, des blogueuses noires qui ont fait, mais vous déconnez, c'est du pur racisme votre truc. Et c'est en fait à force d'être interpellée. Pourquoi c'est du pur racisme? Je demande vraiment naïvement parce que je suis pas sûr de. Le fait de dire déjà de créer un groupe constitué de Michelle Obama, Solange Knowles et une styliste anglaise. Qui sont un peu des clichés pour le coup, c'est ça? Non, pas du tout. De dire regardez 3 noirs qui s'habillent bien. Il y a vraiment un truc. Maintenant les noirs ont compris. Alors, tu vois, ça a aucun sens, quoi. Et en plus, l'article, il y avait 2-3 passages qui étaient problématiques en disant les femmes noires se débarrassent de leur code streetwear pour embrasser un chic plus white, enfin. Généralement, ce qui est maladroit, c'est le côté on prend un groupe et on dit ils sont comme ci, ils deviennent comme ça, ou ils étaient comme ci, ils deviennent comme ça, parce qu'en fait, Exactement. Non, puis l'idée, voilà, que comme si la communauté noire avait connu que le hip-hop, comme s'il n'y avait pas des siècles et des siècles d'histoire, justement, d'expression par le vêtement, par le bijou, par la coiffure. Enfin, c'était une aberration, en fait, de décrire un truc pareil, quoi. Bref. Et tout ça, c'est en fait en étant interpellée par des lectrices, tout à l'heure, quand je suis arrivée, tu me parlais des vrais gens, mais c'est vrai, les vrais gens qui écoutent les podcasts, les vrais gens qui t'interpellent sur les réseaux sociaux, c'est vraiment ces vrais gens-là qui m'ont tapé sur l'épaule 2-3 fois en me disant genre, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'écris? Et c'est à cause ou grâce à elles que j'ai vraiment commencé à m'intéresser, à être interpellée d'abord par Internet, par des blogs, des Tumblr, des comptes Twitter, des pages Facebook, de féministes qui investissent des questions, par exemple body positive ou afroféministes, et je me suis rendu compte que féministe, ça voulait dire autre chose que ce que justement on peut lire dans les pages du L, quoi. Ça voulait dire quoi dans les pages du L, féministe? Dans les pages du L, t'as un féministe qui est un peu universaliste, disons. C'est-à-dire un féministe à la Badinter où on considère qu'il y a un seul bon modèle de vie pour les femmes, c'est le modèle occidental que leur vend le L, et que l'espèce d'accomplissement ultime, c'est de bosser, d'avoir des enfants, d'être belle, d'être mince, et de surtout pas avoir un voile sur la tête. Ouais. Enfin, c'est le féminisme comme vecteur de marketing, un peu. Un peu, ouais. Moi, je sais pas si elle a quelque chose à vendre, Badinter, mais en tout cas, c'est un féminisme qui refuse de voir, par exemple, qu'on peut être musulmane et féministe. On peut porter un voile et être féministe. Que si on est noir et féministe, on n'a pas forcément les mêmes préoccupations que si on est blanche et féministe. Parce qu'on n'a pas le même vécu, parce qu'on n'a pas la même histoire. On n'a pas les mêmes oppressions. Et à force de lire ces blogs, ces sites, ces trucs, d'un seul coup, je me dis donc, elle parle souvent de Bell Hooks. Je suis allée m'acheter un bouquin de Bell Hooks, et puis Bell Hooks m'a amené à Audre Lorde, et Audre Lorde m'a amené à Maya Angelou, et voilà, et puis Maya Angelou m'a amené à Colette Guillaumin, et Colette Guillaumin m'a amené à Monique Wittig, et Monique Wittig m'a amené, voilà, après j'ai relu Despentes et Beauvoir et Woolf en disant ah ok. Maintenant je comprends mieux, c'est ça. Et voilà, et tout s'est mis à vraiment se nourrir et à me donner envie surtout de retourner à la fac en me disant putain mais comment j'ai pu passer à côté de tout ça quand j'étais étudiante. Du coup, tu dirais que t'es devenue femme ou que tu es née femme? Tu me fais la poudre. Bah oui, je suis obligée. Moi vraiment maintenant je sais qu'on m'a construite cette question-là, pareil, elle est tellement bancale maintenant que à chaque fois que je la pose je me dis mais elle est absurde cette question, mais bon,
Évidemment qu'on m'a construite, évidemment que j'ai été faite femme. Par contre, j'ai pas beaucoup résisté, quoi. C'était plutôt un moule dans lequel j'ai bien accepté de me fondre parce que c'était facile pour moi, parce que je cochais plein de cases. En plus, il se trouve que je suis blonde, il se trouve que je suis grande, et il se trouve que j'ai plutôt des grandes jambes ou je sais pas quoi. Donc dans les années 90, quand j'étais adolescente, c'était l'époque des supermodèles. Moi, sur ma chambre au mur, il y avait des photos de Claudia Schiffer et de Cindy Crawford. Et je pouvais m'identifier à ces femmes-là, t'imagines? Parce que voilà, je leur ressemblais un peu, quoi. J'avais la bonne couleur de cheveux, la bonne couleur de peau, la bonne forme de corps. Il y avait moyen, quoi. C'était ça l'accomplissement ultime. C'était le but. C'était pas le but, mais c'était une espèce de modèle de réussite. Hein. Après, elles étaient intéressantes, ces meufs, hein, quand ils pensent, qui disaient, moi, je sors pas de mon lit à moins de $50 000 la journée et tout. Elles ont aussi, il y avait une dimension un peu de prise de pouvoir quand même. Mais moi, je suis plutôt en train de dédevenir femme. Ouais, tu as dit, tu déconstruis. Ouais. Est-ce qu'il faut nécessairement tout déconstruire, tu penses? Oh bah, non, on n'est pas obligé. Hein. Parce que moi aussi, j'ai le sentiment de déconstruire des choses, mais pour du coup, plutôt par rapport à moi. Et c'est intéressant, je trouve, quand tu parles de cases, parce que je trouve, en fait, c'est le fait de m'intéresser au féminisme qui me fait me rendre compte à quel point je suis dans des cases, moi aussi, par rapport à, genre, en revanche, je sais pas comment ça s'appelle, peut-être la masculinité, ce genre de choses, mais qui m'ont construite aussi jusque, là, je fais un podcast, c'était pas vraiment les cases que j'avais en tête en commençant, mais quand je suis allé à Sciences Po, HEC, ce genre de choses, j'étais vraiment dans les cases. Et en fait, est-ce qu'il n'y a pas la même chose de l'autre côté, à la différence peut-être que les rapports de pouvoir sont pas les mêmes, mais est-ce qu'il n'y a pas la même chose chez les hommes finalement? Bah, évidemment. Une sorte de, voilà, là où tu dois aller. Mais évidemment. Enfin, évidemment. Ouais. Que te dire de plus? Enfin, tout est construit. Tout est structuré par la culture et par la société. Mais est-ce que si tu déconstruis tout, tu pètes pas les plombs déjà? Est-ce que c'est pas trop difficile de tout déconstruire? Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Bah, il y a un petit vertige. Si t'enlèves toute ton identité, tout ton ego qui a été construit autour de ce que tu dois devenir, est-ce que tu peux encore t'y retrouver? Moi, parfois, c'est ce que je me demande. Est-ce que je vais être capable d'enlever toutes ces couches? Je pense que quand tu commences à voir ça, tu peux être saisi de ce petit vertige que tu es en train de décrire. Mais quand tu comprends que c'est un exercice intellectuel, en fait, c'est plus... moi, j'aime bien parler de lunettes, tu vois. C'est plus un filtre que tu peux mettre entre toi et le monde et dire... Alors attention, réfléchissons 2 secondes. Je regarde la télé et tu te rends compte que tout est un théâtre, que tout est fait pour qu'il y a des mécanismes que d'un seul coup tu vois apparaître. Mais après, tu peux aussi très bien enlever tes lunettes et juste marrer parce qu'il y a une bonne blague. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais je pense qu'il y a quand même toute une phase où justement apprivoiser ces mécanismes, les comprendre. Je pensais lire des auteurs. Mais voilà, tu lis Bourdieu. Enfin, déjà, c'est bon. T'as compris toute l'histoire, quoi. Voilà, tu lis des auteurs et puis tu te rends compte surtout que c'est vraiment c'est une philosophie, en fait. C'est une espèce de façon d'envisager la vie qui peut te servir par moment, mais que tu peux aussi mettre de côté. C'est ça la poudre, c'est déconstruire? Ouais. C'est plus simple que ça, la poudre. La poudre, c'est vraiment écoutons des femmes parler. Écoutons-les. Tu veux dire que ça peut être aussi simple que ça parce que du fait de l'absence totale de ce genre d'initiative? Ouais. Est-ce que ça témoigne de l'absence de ce genre d'initiative, le fait que ça puisse être aussi simple? Bah oui, c'est exactement ça. Je pense que comme toutes les bonnes idées, elle est extrêmement simple. C'est... Enfin, tu vois, je t'ai parlé de la place des femmes dans les médias, mais j'aurais pu te demander combien il y a de pourcentage de rues de Paris qui sont nommées après une femme. Pas beaucoup, à mon avis. 2%. D'accord. Voilà, combien il y a de palmes d'or remportées par une femme. Mais alors ça, t'en parles avec ta première invitée. Avec Rebecca. Et je trouvais que sa réponse n'était pas idiote. Elle dit, en fait, je crois que la question, c'est plus combien il y a de femmes qui produisent ou réalisent des films. Ouais. Parce qu'ensuite, elle dit la palme d'or est attribuée au film que l'équipe trouve le meilleur. Et en fait, si t'as pas de femmes qui présentent des films, t'as pas de palme d'or femme. Donc c'est plus un problème de... Oui.
Enfin bon. Oui. Non mais j'ai trouvé que sa réponse était intéressante dans l'interview. Elle nuance parce qu'elle connaît bien le milieu, qu'elle le vit de l'intérieur et qu'elle a raison de le dire. N'empêche que voilà, sur je sais pas combien, 60 ans de Festival de Cannes, même 70, je sais pas, il y a eu une palme d'or de femmes. On peut quand même se poser la question, quoi. À un moment donné, il y a un souci. Voilà, enfin, ça marche dans tout, la littérature, tu prends n'importe quel milieu, la science, l'économie, on est toujours sous-représenté. Et je trouve que des récits d'hommes, on en a beaucoup. Des hommes qui nous racontent leur enfance, d'où ils viennent, leurs souffrances, leur bonheur, leurs espoirs, leurs luttes, leurs machins. On a tout. Enfin, on a plein de bibliothèques, quoi. Non, mais sérieusement. C'est vrai. On a tout Balzac, tout Truffaut. Enfin, j'en sais rien. Des hommes qui parlent, on en a plein. Des femmes qui parlent, qui racontent vraiment depuis le début d'où elles viennent, ce qu'elles foutent là, où elles vont. Bah, on en a jamais. Et je sais pas, par exemple, quand on écoute Latifa Ibn Ziaten, qui est, enfin, je sais pas si tu l'as écouté. Si, d'ailleurs, tu m'as dit dans le mail que tu l'avais écouté. J'ai trouvé que moi, je crois que c'est l'épisode qui m'a le plus touché, mais parce que elle parle de quelque chose qui est tellement difficile. Mais j'ai trouvé qu'il y avait, en fait, pour moi, c'est presque le moment le plus beau que j'ai entendu dans La Poudre, parce que ce qui est vraiment fort, c'est que elle est tellement triste, et en même temps, tu sens qu'elle pardonne vraiment. Et j'ai trouvé que c'était waouh, quoi. Pour rappeler rapidement, son fils a été assassiné par Mohamed Merah et il était militaire, et elle te raconte évidemment très émue la vie de son fils et la mort de son fils, et elle te dit Mohamed Merah, je crois que toi tu lui demandes plus ou moins si elle lui en veut ou quelque chose comme ça, et elle te dit non, je pardonne parce que je vois qu'il sourit sur la vidéo, enfin je vois qu'il sourit, mais je sais qu'il souffre. Et je me suis dit, waouh, quoi. Je crois que c'est vraiment ce moment-là, j'ai écouté, et je me suis dit, ok, ça, c'était vraiment très, très fort, quoi, comme moment. Ouais, je suis fière de cette interview. Vraiment. Enfin, je trouve que j'ai fait de mon taf de journaliste, là. Justement, je voulais te parler de ça. J'allais t'en parler plus tard, mais parlons-en maintenant. On parlait peut-être d'un truc avant, mais c'est pas grave, oublions. Est-ce que, pendant cette interview, tu sais que tu dois lui parler de la mort de son fils à un moment, mais tu sais que c'est aussi difficile comme question. Est-ce que tu hésites à la poser, ou est-ce que tu es sûr que tu vas la poser, et comment tu gères une fois que la personne devient très émotive et se met à pleurer, comment tu te sens à ce moment-là, parce que moi ça m'intéresse, parce que du coup parfois j'ai envie de poser des questions comme ça qui sont très très dures, parfois j'ose et puis parfois j'ose pas, je me dis c'est trop, je peux pas, tu sais, il y a un côté un peu comme dans Transfert où tu te dis c'est trop intime, tu sais. Bah non, je savais que j'allais y aller, hein. En général, mes questions, je les écris, je les pose. Enfin, je sais pas. Je suis ultra préparée, en fait, pour toutes mes interviews. J'y vais vraiment dans un espèce d'état d'esprit toujours hyper particulier. Je m'imbibe complètement de mon invité pendant au moins les 2 jours qui précèdent. Et tu vois, le matin, j'y vais directement. Je veux pas faire un truc avant. D'ailleurs, c'est le matin que ça se passe, tes interviews? Ouais, souvent le matin. Ouais. En général vers 11h ou midi. Et j'y vais vraiment avec une sorte d'idée en tête assez précise de ce que va être l'interview. Après, évidemment que je suis toujours surprise, mais mes questions, je les pose, quoi. Elles sont écrites, toujours. D'accord. Très écrites. Donc tu t'en tiens au script. Ouais. Je rebondis, hein. Je suis pas, c'est hyper important de rebondir et de se laisser aussi porter par ton invité, et puis parfois elle anticipe, enfin bon, tu connais ça par cœur, mais je m'aide avec les mots que j'ai écrits, et je m'aide aussi en étant précise, en fait. C'est ça aussi que j'aime bien, c'est justement bien préparer pour dire les choses très précisément, et quand tu fais ça, la personne qui est en face de toi, elle est en confiance parce qu'elle fait ok. Pas de bullshit, voilà. Ok, elle dit pas, il y a pas d'approximation, il y a de la nuance. Donc ce genre de précision, ça te permet d'avoir un discours qui est beaucoup plus, je pense, relâché, parce que la personne, en fait, ça fait bon, ok. Pas besoin de me mettre en mode défensive. Tu leur dis un truc avant l'interview pour, tu sais, un peu. Tout à l'heure, je t'ai dit, il y a pas de questions pièges, il y a pas. Tu prépares. Tu fais comment tu fais pour mettre les gens à l'aise? Ou est-ce qu'ils sont à l'aise parce qu'ils connaissent La Poudre et ils arrivent Non, c'est seulement d'être le cas, hein. Plutôt un peu stressé. Non, en général, j'essaye de pas trop parler, en fait. Tu commences quoi? Ouais. Je leur donne 2-3 instructions, type pas cogner la table avec les pieds, voilà. Et toi, t'es stressé quand tu fais une interview? Un petit peu.
Ça dépend qui. Il y en a qui m'impressionnent énormément. Par exemple Léonore Amiano, j'étais dans tous mes états. C'était l'horreur. C'était un des plus gros stress. Et Najat Vallaud-Belkacem aussi. Parce que elle était ministre encore à l'époque, c'était au ministère. Voilà, j'étais un peu fébrile. Est-ce que parfois c'est quoi ton état d'esprit après une interview? T'as souvent l'impression d'avoir réussi ou souvent l'impression d'avoir raté, ou comment ça se passe? C'est toujours incroyable. Il y a vraiment, je sais pas, cet exercice vraiment tout con de s'asseoir avec une femme pendant 1 heure pour lui faire parler d'elle. C'est un truc. Ça m'est jamais arrivé de faire putain, c'était de la merde. Jamais. Et surtout, c'est assez dingue de constater leur réaction à elle. Quand je dis ok, c'est fini, qu'on coupe. Là, il y a un truc qui se passe où comme si elles se réveillaient et elles font oh là là, j'ai dit beaucoup de choses. Ouais, moi aussi, les gens me disent ça. Ouais. Ils me disent j'ai trop parlé, j'ai beaucoup parlé. Mais t'es un très bon intervieweur. Ah, merci, c'est gentil. Non, mais sérieusement, j'adore ton podcast, j'adore ton travail. Et meilleur compliment, ceux qui écoutent là. Non, mais c'est vrai, t'es très 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 bon. Hein. Et t'as une grande bienveillance, et je pense que c'est aussi ce que je mets dans la poudre. On a des ingrédients différents, mais cette bienveillance-là, elle est très importante. Je vois pas trop l'intérêt de pas mettre de bienveillance. Je sais plus qui me disait. Il me disait tu te challenges pas assez, alors c'est peut-être vrai parfois, hein, mais je suis pas là pour faire chier les gens en fait. Et je trouve que le reste de ce qui existe le fait déjà bien assez. Ah, exactement. Et si je peux leur donner une petite capsule de je suis pas là pour ni me foutre de ta gueule, ni te faire dire des bêtises, ni je suis juste là pour montrer qui t'es aux gens et plutôt te faire briller plutôt qu'autre chose. Je trouve que c'est déjà bien, t'apportes une brique sympa au monde, quoi, tu vois. J'allais juste finir sur un truc là-dessus, c'était donc quand la personne en face de toi, comme sur cet épisode 19, se met à pleurer parce que c'est quelque chose de très personnel et de très dur, toi, qu'est-ce que tu fais? Comment tu te sens? Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis faut pas que j'entre trop dans l'intime? Est-ce que tu laisses le moment se passer? Moi, je pleurais. Hein. Ouais, moi aussi. On a pleuré. Hein. Mais c'était trop émouvant. Hein. Moi, j'étais. Ouais. Moi, pendant l'interview, je pleurais. C'est-à-dire que j'ai passé toute l'interview à avoir les larmes qui coulaient, mais il y avait une espèce de truc de surmoi journalistique qui m'empêchait d'avoir la voix qui tremble. Et j'étais là, allez, on avance, on y va. Mais je pleurais. Et je pense que l'émotion dans mes yeux, elle la voyait, elle la percevait. Donc, c'est peut-être ça qui aide à ce qu'il n'y ait pas de malaise, du coup. Ouais. Je pense. Mais je pense que c'est surtout elle. Hein. Elle est incroyable, cette femme. Elle a un charisme. C'est Gandhi. Hein. C'est ça. C'est quand elle dit qu'elle va dans la cité de Mohamed Merah et qu'elle parle aux jeunes. Et en fait, je trouve qu'il y a une. Voilà par exemple, elle parle pas très bien français, tu vois. Il y a plein de moments où elle fait des fautes de grammaire, de choses comme ça. Des un, des une. Mais il y a une telle sagesse dans ce qu'elle dit où tu te dis vraiment. Moi, c'est le genre de choses qui me rappelle ne juge pas un livre par sa couverture. Tu sais, tous les a priori que tu peux avoir qui sont débiles. Et en fait, parce que de toute façon, elle est marocaine. Donc, mais tu sais, je trouve qu'il y avait une telle sagesse dans cette femme, il y a une telle force, en fait. Moi, ce qu'elle a fait, presque, je te dis, j'oserais pas le faire, tu vois. Bah, évidemment. Mais qui a la force de faire ça? Qui a la force de faire ce qu'elle fait? Elle va dans les prisons parler à des détenus de radicalisation islamiste. Non, mais la meuf est peut-être la personne qui fait le plus chier Daesh au monde, quoi. Elle va avoir des détenus qui sont border de prendre une Kalachnikov en sortant, en leur disant, mec, fais pas ça, réfléchis, écoute mon histoire, écoute ton cœur, la vie est belle, tu es beau. Enfin, elle dit ça. Hein, en fait, elle est bienveillante, quoi. Ah ouais, elle est pur amour. Elle est pur amour. Et en fait, je commençais à évoquer cette interview pour parler de la démarche de la poudre, qui est quand tu écoutes Latifa Ibn Ziaten, que tu te rends compte qu'elle a eu une enfance avec des parents divorcés dans les années 60 au Maroc, à une époque où c'était quelque chose qui était complètement, très très rare, quoi, en tout cas. Qu'elle a perdu sa mère à l'âge de 9 ans. Tu comprends d'où elle vient. Tu te dis, ok, la meuf, elle a quand même derrière elle aussi un vécu, des trucs qui l'ont construite très très tôt comme une putain de warrior, quoi. Et voilà. Et quand on la voit juste elle, on peut la confondre avec
je sais pas, notre voisine de bus, quoi, elle a quelque chose de très banal au fond quand on la croise physiquement. Puis on pourrait en plus rajouter des tas de préjugés racistes parce qu'elle est marocaine, parce qu'elle porte un voile sur les cheveux, parce que elle représente je sais pas quel passé colonial de la France, etc. Et en fait, bah non, tu ouvres le micro, tu écoutes sa putain d'histoire, tu te rends compte qu'elle est unique et tu enlèves tous tes préjugés. Et c'est ça la poudre aussi. Et c'est pour ça que je dans la poudre, il y a aussi des femmes avec une grande diversité de culture. Oui, c'est très varié. Ça, c'est vrai. Je regardais tout à l'heure encore la liste des invités. Parce que tu vas d'une réalisatrice, une ministre, t'as vraiment des gens qui viennent de tous les horizons, quoi. Ouais, et puis des femmes qui sont musulmanes, catholiques, athées, qui viennent d'un milieu très riche, très pauvre, qui sont nées en France ou qui sont nées à l'étranger. Enfin, j'essaye de justement pas faire l'erreur que j'ai énoncée tout à l'heure, qui était pour moi celle du L, de dire voilà la femme, c'est ça. Non. Alors pourquoi t'as choisi de les vouvoyer ? C'est une question que je voulais te poser aussi. Bah écoute, parce que le premier épisode il est marrant parce que c'est ta pote en fait. C'est ma pote. Et à un moment vous parlez, tu la vouvoies et d'un seul coup vous commencez à vous dire tu pendant une minute et toi tu reviens ensuite au vouvoiement. J'ai oublié je pense. Mais... Ouais. Bah écoute, je sais pas, j'aime bien le vouvoiement moi. J'ai du mal à tutoyer. Je suis un peu old school. J'aime bien le vouvoiement. J'aime bien ce que ça instaure aussi. Tout de suite, quand on vouvoie les gens, on a une façon de s'exprimer qui est aussi différente. On choisit d'autres mots, je trouve. C'est possible, parce que moi, je sais que je fais souvent je pense que parfois, j'ai trop le sentiment d'être avec un pote ou une pote. Et ça me fait dire des choses que, en fait, quand je réécoute l'épisode, je me dis pourquoi je parle comme ça. Je pourrais faire un effort. Peut-être que le vouvoiement aide avec ça, un effort. Bah, le vouvoiement, ça oblige à être dans un registre un peu plus soutenu. Je sais pas, j'aime bien. Et qu'est-ce que tu rêves d'inviter sur la poudre ? Est-ce que tu as une personne en tête Écoute, c'est vraiment la blague récurrente avec mon équipe. Virginie Despentes. Et... J'espère que je l'aurai avant vous. Ouais, mais tu sais pas quoi. Tu sais pas quoi ? Je suis plus sûre d'avoir encore envie d'avoir Virginie Despentes dans la poudre. Ah, c'est le fantasme. Moi, c'est un peu comme avec... ouais, je vois. Mais par contre, elle a joué un rôle très important parce que quand j'étais donc au Grand Journal, en fait, la poudre, c'est ce qui m'a permis de tenir au Grand Journal. C'est-à-dire que très vite... C'est là-bas que t'as décidé que t'allais faire la poudre ? Mais j'ai commencé à faire la poudre quand j'étais au Grand Journal. J'enregistrais les émissions l'après-midi ou le matin et après j'allais à la télé le soir. Et je montais la boîte avec Julien et j'écrivais mon concept et je voyais Marielle pour faire mon générique. Ça te faisait peur de monter ta boîte ou pas ? Non. Enfin, je sais pas, je dis non. C'était compliqué quand même. Enfin, c'est quand même un truc, quoi. Tu t'associes avec quelqu'un, le truc juridique, nan. Mais bon, je pense que c'était en fait quelque chose qui était assez naturel pour moi, au fond. J'avais vraiment qu'une envie, c'était d'être ma putain de boss, quoi. Puis là-bas, c'est ce qui te faisait tenir, du coup, chez Canal. Ouais. Non, j'allais te raconter que j'avais envoyé un mail à Despentes pour lui demander une interview et elle m'a répondu tout de suite en me disant j'adore la radio, j'adore les podcasts, votre concept a l'air incroyable, allez-y, foncez. Je suis pas dispo tout de suite, je suis en train d'écrire la fin de Vernon Subutex, mais dès que j'aurai terminé mon manuscrit, je viendrai vous voir. Et elle m'a donné en fait le coup de boost, quoi. Je me suis dit ok, Despentes trouve que mon idée est géniale. C'est marrant, mais je trouve qu'il y a un genre de karma comme ça. Quand je dis ça aux gens, ils me regardent toujours avec des grands yeux, mais toutes les fois où j'ai voulu arrêter une nouvelle école, où je me suis dit c'est trop difficile, ça sert à rien, tout le monde s'en fout. Et bien à chaque fois que j'ai fait ça, ce qui arrivait quand même 3 ou 4 fois, il y a toujours eu un truc qui s'est passé. Genre je reçois la réponse d'un gars que je voulais trop interviewer, qui me dit ouais, pas de problème, tu vois. C'est fou, quoi. Vraiment, où je croise quelqu'un dans la rue, une fille que j'avais pas vue depuis 5 ans, on était à l'IEP de Grenoble ensemble, qui me dit ouais, nouvelle école c'est trop bien, etc. Je fais comment tu peux connaître ça ? Mais tu vas pas arrêter. Par contre, arrête d'en faire un par semaine, c'est beaucoup trop tard. Ah non, je continue. Non, mais là, je suis très, très bien, là. Parce que c'est énorme. Moi, j'en fais un tous les 15 jours. J'ai à peine le temps de respirer. Ouais, mais je sais pas, j'aime bien cette... En fait, mon problème, c'est que dès que je laisse de la place dans mon emploi du temps, j'ai l'impression que je fais pas assez de trucs. Alors, il faut que je trouve une sorte d'équilibre. Parce que je disais ça récemment dans un épisode, mais j'en mets toujours trop pour le temps que j'ai disponible. Mais dès que je me dis, oh là, je fais trop de trucs, faut que je prenne un break et que j'enlève quelque chose, là, je me dis,
Tu fais rien de ta vie en tout cas. Ouais, je suis pareil que toi. Tu vois, donc c'est un équilibre. Et un par semaine, ça me fait un bon équilibre là-dessus, parce que si j'en faisais un tous les 15 jours, je me dirais, mais pourquoi t'en fais pas un par semaine? T'es vraiment, tu vois. Non, mais je suis carrément comme toi là-dessus. Alors, vraiment, moi, je suis vraiment la meuf. Ouais, Enfin, en arrêtant d'être salarié, je me suis dit, ok, donc je vais créer une boîte, lancer un podcast, reprendre mes études, parce qu'au cas où je m'emmerde. Et je me suis dit un peu pareil que toi, une espèce de peur du vide qui est un peu... Mais ouais. Je sais pas pourquoi on remplit comme ça. Pour les gens qui écoutent, parce qu'on a dit 1 heure, il reste 10 minutes. Pour les gens qui écoutent cet épisode, qui sont comme moi, qui sont des noobs du féminisme, qui s'intéressent à ça, qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils lisent en fait, puisque tu as dit que c'était surtout des lectures? C'est bien de lire Despentes et Beauvoir comme toi. C'est un bon départ. Et je sais pas, il y a plein d'auteurs à lire. Moi, j'ai adoré lire Charlotte Perkins Gilman, La séquestrée, The Yellow Wallpaper en anglais. Mais je recommande aux gens d'aller sur le site de La Poudrerie. Attention, moment. C'est vrai que vous avez vous avez un club et tu dis que tu n'aimes pas le mot club. Pourquoi tu n'aimes pas le mot club? Je sais pas, ça fait fermé, ça fait non. J'imagine des canapés chez Chesterfield, des mecs qui fument le cigare, moi, avec le mot club, mais j'ai pas. Il y avait un côté genre il faut avoir une carte pour rentrer. Genre que non, c'est tout l'inverse, c'est genre plus il y en aura, mieux ce sera quoi. Comment t'as vécu les événements récents de MeToo, de J'adore comme tu me fais toutes tes questions en accéléré. Non, je te fais pas en accéléré. Je me rends juste compte qu'il y a un bloc qui va passer à l'as. Si tu veux, je peux rester 1h15. Enfin bref. Non, mais alors MeToo. Oui, non, mais attends, incroyable. Ok, on a affaire à un moment historique. C'est Geneviève Fraisse, tiens d'ailleurs, qui lire. Très bonne idée, Geneviève Fraisse. Geneviève Fraisse qui dit que dans sa vie, c'est une dame qui doit avoir 60 ans, elle dit voilà, moi j'ai vécu 3 moments très importants pour les droits des femmes, le droit à l'avortement, la parité en politique et MeToo. Parce que là, ce qui est en train de se produire, c'est 2 choses. C'est que il y a une prise de parole dans un endroit qui était particulièrement silencié. C'est-à-dire que la parole des femmes sur le viol ou sur l'agression sexuelle ou le harcèlement était par définition 0. Enfin, je sais pas si tu connais les chiffres, je pense que c'est bien de les rappeler. Une femme violée sur 100 porte plainte seulement. Non, sur 10, pardon. Une femme sur 10 porte plainte et une plainte sur 10 aboutit à une peine. Donc en gros, un violeur sur 100 finalement sera puni pour son acte. Donc cette prise de parole, elle est... Donc en fait, le viol est presque un crime où tu as beaucoup de chances de t'en tirer, quoi. Exactement, tout à fait. D'ailleurs, le viol a souvent lieu dans la famille, hein. C'est souvent ouais, ça j'ai lu. Ouais. Le père, le mari... Et une grosse partie des viols sont des viols du conjoint sur la conjointe aussi. Bien sûr, les viols conjugales. Qu'on a tendance à, quand on s'intéresse pas à la question, à même pas prendre en considération. Mais parce que pendant très très longtemps, ça n'existait pas. C'est-à-dire que pendant parce très que longtemps, la femme avait un devoir sur le plan légal, le mari avait le droit de sauter sur sa femme quand il le voulait. Il avait le droit. Donc oui, c'est très important ce qui se passe sur le plan historique. Et puis je trouve qu'il y a aussi une espèce de prise de conscience qu'on est beaucoup. C'est Françoise Héritier qui est morte aujourd'hui, qui dit ça, que tant qu'on aura... En fait, les femmes sont en train de prendre conscience qu'elles sont multitudes et que leur voix, tout ensemble, porte vachement plus fort, quoi. Donc voilà ce que je pense du MeToo. Après, très concrètement, le fait que le féminisme là soit devenu une espèce de discussion globale, générale, et que n'importe quelle personne commence à exprimer un avis sur ces questions et genre moi. Non, arrête de te dénigrer, c'est vachement bien. Tu as lu Despentes, tu as interviewé des femmes dans ton émission. Au début, j'avais un peu peur. C'était pour blaguer. Interview que des mecs. Ouais, Julien Neuville m'a dit quand t'as invité autodisciple Lorraine à Tanguay. Ouais. Je l'ai pas écouté d'ailleurs. Je l'ai boycotté.
Non, mais voilà, il y a cette espèce de côté, ouais, tout le monde parle, tout le monde donne son avis. J'entends trop de conneries, j'ai les oreilles qui saignent, j'ai les yeux qui saignent. Je me fais prendre à partie par tout le monde. Il faut que je donne une espèce d'analyse prémâchée en 2 minutes. C'est hyper difficile. J'ai presque hâte que ce soit à nouveau un sujet dont tout le monde se tape pour continuer à travailler tranquillement. Je pense que c'est une hype du moment et que ça va redescendre. Non, mais ce qu'on voit dans les médias, c'est que quand il y a un sujet qui touche aux femmes, en général, on a très très hâte que la séquence médiatique s'achève. C'est très très drôle, hein, d'ailleurs. Hein. C'est genre, bon, bah voilà, on a assez parlé du harcèlement, si on parlait d'autre chose, c'est comme si on faisait ça avec le chômage. Bon, bah le chômage, c'est bon, hein, on a traité, on peut dire que c'est fait. Ah non, on n'a pas réglé le problème, en fait. Mais ça, c'est quelque chose qui va se faire hors de l'arène médiatique. C'est quelque chose qui va se faire en profondeur. Alors, je dis que j'en ai marre d'être alpaga dans les dîners en ville, mais en même temps, c'est une part importante du boulot. Parler... Comment ça, alpaga dans les dîners en ville? Non, mais quand je tu vas dis dîner, tout le monde me dit, ah, alors toi, la féministe, gna gna. J'ai une question... T'avais peut-être pas fini là. Non, ça y est. J'ai une question, je suis obligé de prendre la feuille parce que je n'ai pas envie de dire des bêtises. Nassira El Moadem sur ton podcast, ouais. À un moment te dit qu'elle est féministe et qu'elle ne théorise pas pour ne pas se construire en opposition. Elle te dit ça. Mm-hmm. Est-ce que toi tu penses être construite en opposition et qu'est-ce que tu penses de cette phrase en fait? À qui, aux hommes? Ouais. Non. Vraiment, j'ai beaucoup de tendresse pour les hommes, vraiment. Je les trouve tellement... je les plains, quoi, en fait. Enfin, non, mais vraiment, tu vois, il y a cette espèce de truc dont tu parlais tout à l'heure. Évidemment que c'est aussi hyper balèze. Et puis, ouais, je pense qu'être un petit garçon, c'est pas évident, quoi. Quand on te dit qu'il faut à tout prix que tu ressembles à Superman et qu'il se trouve peut-être éventuellement que tu préfères t'intéresser à référence vintage Princesse Sarah. Je viens de lire En finir avec Eddie Bellegueule. Ouais. Pour le coup, lui, c'est pas facile. Hein. Bah évidemment, c'est une très bonne référence. Donc voilà. Donc en opposition, non. Après, en opposition au patriarcat, au sexisme, oui. Mais ce que dit Nassira El Moadem dans cet épisode, Nassira El Moadem, c'est la directrice du Blondie Blog, elle parle aussi du stigma très fort qui pèse sur les hommes noirs ou arabes des quartiers populaires. Et qui sont plus discriminés au fond que les femmes. Et ça, c'est très intéressant. C'est quelque chose aussi qu'on oublie. Tu vois. Est-ce qu'il y a un moment où le féminisme, est-ce qu'il a une fin? Tu vois? Est-ce qu'il y a un moment où on se dit c'est bon, le féminisme, ça a réussi? Non, je crois que ça... non, je crois pas que Enfin... On en est loin, quoi. On en est vraiment loin. Oui, mais c'était pas le... On en est vraiment loin, ouais. Je disais pas ça dans le genre parce que ça suffit, hein, mais vraiment pour... Quand on sera à une égalité de droit parfaite, quand on sera payé exactement de la même façon que les hommes, quand on aura une maîtrise totale de nos corps, quand on sera plus violé et harcelé. Tu dis que le cœur du problème, c'est le corps de la femme. Mm-hmm. Oui, évidemment. C'est la base de tout. C'est ce que dit Françoise Héritier aussi, d'ailleurs. L'anthropologue qui est décédée aujourd'hui, elle est partie de ça, en fait. Elle est partie de la distinction masculin-féminin. Elle s'est construite parce que un jour, les hommes ont compris que les femmes faisaient les bébés dans leur corps et que la seule façon de s'assurer que c'était bien leur bébé et que leur progéniture précieuse n'allait pas leur échapper, c'était d'avoir une emprise absolument totale sur ce corps. Donc oui, tout part de ça. Comment les hommes ils peuvent faire du coup pour lutter contre ça, pour être féministes en fait? Alors moi, je dis souvent aux hommes de se taire et d'écouter. Vraiment, c'est le meilleur service que vous puissiez rendre aux femmes, quoi. C'est tellement chiant. Hein. Tu commences une phrase, il y a toujours un mec qui vient soit reformuler ce que t'as dit, soit te couper la parole, soit parler derrière 3 fois plus de temps que ce que tu viens de dire toi. Et vous savez pas, en fait. Vous ne savez pas ce que c'est qu'être une femme. Vous ne pouvez pas savoir. C'est pas grave, on vous en veut pas. Mais écoutez, tendez l'oreille. Écoutez la poudre, écoutez des récits de femmes, lisez des femmes, regardez des docus sur des femmes, écoutez des femmes et je pense que c'est la meilleure chose à faire. Le reste va venir tout seul, je pense. On arrive sur les petites questions de la fin, okay. que j'aime bien. Okay. Première question. Dans ton épisode avec Camille,
au début, tu parles de toi. C'est pas ça qui m'intéresse. Mais à la fin de ce passage où tu parles de toi, ce que tu fais assez rarement, tu dis désolé pour ce moment malaisant. Et moi, j'ai trouvé que c'était le meilleur moment de la poudre. Mais bon, c'est parce que sûrement j'aime bien un peu ce côté-là aussi. Pourquoi est-ce que t'aimes pas parler de toi? J'aime pas. Je sais pas. Vraiment, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'aime pas. Vraiment, j'aime pas. Ça, c'est sûr. D'accord. Bon, alors passons à la question suivante. Ouais, donc il y en a plusieurs qui arrivent là. Vas-y. Qu'est-ce qu'on te reproche souvent que tu penses ne pas être vrai? Waouh. Qu'est-ce qu'on me reproche qui est pas vrai? J'ai quand même tendance à croire que ce qu'on te reproche, c'est souvent vrai quand même. Non, après, on a souvent peut-être imaginé que j'étais... Mais c'est quelque chose que j'ai vraiment réglé en plus. Peut-être qu'avant, on pouvait croire que j'étais présomptueuse ou un peu sûre de moi ou imbue de moi-même, alors que c'était vraiment tout l'inverse. J'étais plutôt timide et mal dans ma peau. Et maintenant, je suis plus ni timide ni mal dans ma peau. Et étrangement, on n'a plus non plus l'impression que je me la pète. Donc là, ça va, en fait. Ce genre de problématique, je crois que ça se règle pas mal en vieillissant. Quand on arrive aux âges canoniques que j'atteins. Il y a une autre question, c'est est-ce que parfois, du coup en ce moment, t'as peur qu'on t'enferme ou que tu t'enfermes dans un nouveau cliché de ton rôle qui est, tu sais, tous les gens qui essaient de sortir des cases finissent par être remis dans une case. Est-ce que t'as peur de finir dans la case parisienne, journaliste, féministe, qui fait peut-être un podcast, et qu'en fait, tu sois récupéré, quoi. Tu sais, comme... j'ai l'impression que la meilleure manière de tuer une cause qui t'agace, c'est de créer une nouvelle case dans laquelle tu la mets en disant regardez, maintenant on vous reconnaît. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Je sais pas. Enfin, si ma case c'est parisienne, podcasteuse, journaliste, féministe, j'ai l'impression que pour l'instant je suis toute seule. Enfin, je sais pas, j'en connais pas d'autres. Charlotte Pudlowski peut-être. Ah oui, Charlotte, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai pris un verre avec elle hier soir, elle m'a dit de t'embrasser. Dédicace. Bonjour Charlotte. Oui, c'est vrai. Écoute, encore une fois, en fait, ta question revient à est-ce que tu as peur de quelque chose qu'on pourrait dire sur toi ou je sais pas quoi, ou qu'on pourrait penser de toi ou... Parce que finalement, mettre dans une case, c'est les autres qui te mettent dans une case. Je suis arrivée, et ça fait pas très longtemps, dans un mode vraiment hyper agréable. Je recommande à tout le monde. C'est rien à foutre, en fait. C'est le mode rien à foutre. C'est-à-dire, je fais exactement ce que je veux faire. Je sais exactement ce que je suis en train de faire. Et je sais très précisément où je vais. Et si on a envie d'échanger avec moi pour le comprendre, mais je prends tout le temps qu'il faut pour l'expliquer et pour débattre ou quoi que ce soit. Si de loin on me juge telle ou telle chose, mais alors je m'en fous. Et ce qui est drôle, c'est qu'avant je m'en foutais pas du tout. J'ai longtemps été assez même obsédée par ce que les gens pensent de moi, quoi. Est-ce que les gens me trouvent sympa? Est-ce que les gens me trouvent intelligente? Même est-ce que les gens me trouvent belle, hein, évidemment. Et maintenant, je me surprends à parfois lire, et c'est très rare parce qu'il y a une énorme bienveillance qui entoure tout ce que je fais en ce moment. De temps en temps, un petit commentaire méchant à mon sujet sur les réseaux sociaux. Ah, mais je vais en plus, je digue hein, pour les trouver. Genre, je mets mon nom dans Twitter sans mention pour aller voir s'il y a pas des gens et tout, machin. Et quand je tombe sur un truc méchant, limite, je suis là, putain, cool. Tu vois? Je m'en fous, en fait. Et c'est même pas que je m'en fous, c'est que je me dis, bah, je fais quelque chose, ça a des répercussions. Si je plaisais à tout le monde, il y aurait un énorme souci. Ça veut dire que ce que je fais, c'est complètement plan, voilà. Alors après, j'ai pas été harcelée en ligne comme certaines de mes consoeurs. J'imagine que si je m'étais fait traiter de sac à foutre ou appelée à être assassinée ou violée, j'aurais pas ce discours-là aujourd'hui. Mais en tout cas, vraiment, globalement... je me fous bien de savoir ce qu'on pense de moi. Sans doute que c'est un état d'esprit qui se construit aussi. Ouais, bien sûr, ça m'a pris un temps fou.
Attends, je suis une vétérane. Parlons de ça, justement, il y a une question que je pose souvent aux gens qui est pour toi, du coup, qu'est-ce que tu dirais à Lorraine à 25 ans qui va rentrer chez elle, en fait? T'avais 25 ans, je crois. Ouais, exactement, ouais. Je dis, change rien, ma grosse, quoi. Sérieux. Tu déchires, t'assures. Vraiment, hein. J'ai une immense bienveillance envers cette nana. Putain. Dernière question. Quel est ton rapport avec ton utérus? Je t'ai répondu tout à l'heure. Tu m'as donné le tien? Ah non. Non, je te demande pas pourquoi tu poses cette question. T'aurais pu me demander pourquoi c'est quoi pour moi la poudre. Mais du coup, je te l'ai... Non, j'avais pas envie de poser cette question parce que on te l'a déjà posé, je trouve. C'est vrai que je l'ai répondu. Mon rapport avec mon utérus, écoute, je sais pas, je sais pas. Il m'a amené des choses difficiles, il m'a amené des choses magnifiques. Il se rappelle souvent à moi alors que j'ai pas envie. Ouais, enfin, c'est quand même. Je sais pas comment répondre à ma putain de question, quoi. Je sais pas du tout. Merci beaucoup Lorraine Bastide d'être venue sur Nouvelle École. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Où est-ce qu'on envoie les gens qui s'intéressent à toi et à ce que tu fais? On les envoie dans l'application podcast. Ils recherchent la poudre, ils vont écouter. Et sinon... Qu'est-ce que tu leur conseilles comme épisode, en premier épisode? Ah, premier... Deux premiers épisodes, si tu veux. Je sais pas, j'ai du mal à répondre à ça. Moi, vraiment, pour moi, le plus fort, c'est Leonora Miano. Il est très intense. Et il est vraiment beau. Et j'aime bien aussi... et j'aime bien La Marche. Mais il est à part. Ok. Merci beaucoup. Merci à toi, Antonin. Merci d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, déjà, bravo. Ensuite, c'est peut-être que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Pour cela, rien de plus simple. Lancez iTunes de votre ordinateur ou Apple Podcast de votre iPhone. Cherchez Nouvelle École, allez dans la section Notes et Avis et laissez un avis. Vous pouvez choisir le nombre d'étoiles. 5 est de loin mon préféré. Merci de soutenir ce podcast et à lundi pour un nouvel épisode. Salut!